Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'interviewer Emmanuel Jublin, qui est coach vocal et l'auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Avec cette interview et grâce aux compétences d'Emmanuel, mon objectif est avant tout de dédramatiser le côté oral de l'anglais, puisqu'on a très souvent tendance à se dire que puisqu'on est français, on va mal parler anglais, on a un accent très fort, etc. On va soit vraiment le dramatiser, soit carrément ça va nous faire un petit peu baisser les bras, et c'est dommage, puisqu'on va voir avec Emmanuel qu'il y a des solutions, il y a des exercices à faire pour vraiment améliorer tout le côté oral, donc au-delà du vocabulaire et de la grammaire, bien sûr. C'est une interview que l'on va faire en deux parties. La première partie que je vous propose ici permet avant tout d'identifier les problèmes, les situations dans lesquelles on va avoir du mal avec l'oral. On voit ça tout de suite. Bonjour Emmanuel, Bonjour Séverine. et merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview. Je pense que c'est vraiment un contenu, tu as vraiment des compétences qui vont pouvoir aider les personnes avec qui je travaille ou qui suivent Langonaute pour l'anglais. Avec grand plaisir. Moi, je te suivais déjà un petit peu dans tes activités de coach vocal avec votre voix au service de votre vie. Et donc, j'ai suivi une de tes masterclass. Et c'est là que je me suis dit, alors, je pense que c'était sur la prise de parole en public, quelque chose Mhm. comme ça. Mais il y a certains éléments où je me suis dit, ah, ça va être parfait pour l'apprentissage des langues. Et donc, j'ai eu l'idée de faire cette interview. Et donc, j'apprécie vraiment que tu prennes le temps de faire ça parce que je pense que tu as vraiment des connaissances qui vont apporter quelque chose en plus aux personnes qui apprennent les langues, qui sont pas en fait, c'est pas que du vocabulaire et de la grammaire, il y a beaucoup plus que ça quand on apprend une langue étrangère. Donc, moi, je te connais en tant que coach vocal. Je sais que tu as aussi une très bonne maîtrise de l'anglais, même aussi de l'enseignement de l'anglais. Mais je te laisse en dire un petit peu plus sur ton parcours pour vraiment comprendre d'où vient toute cette connaissance de la maîtrise vocale, en fait. Alors merci Séverine pour cette introduction. Je suis en fait, on va dire, un multitâche et passionné de tellement de choses que il a fallu que je fasse une sélection dans l'ordre en fait de me consacrer à différentes passions, différentes connaissances aussi. Alors la voix, on va dire, I fell in love with the voice. Quand j'avais à peu près une vingtaine d'années, j'ai décidé d'en faire un métier un petit peu tardivement parce que le métier de musicien en général il se prépare depuis beaucoup plus longtemps, un petit peu comme les patineurs de patinage artistique. Mm. On apprend que c'était déjà à 7 ans qu'ils se destinaient à ça. Alors évidemment j'ai commencé très vite la musique. Je viens d'un milieu musical, mes parents chantaient et mon papa était professionnel de la musique. Aujourd'hui, il est en retraite. Donc la légende raconte, mais c'est une vraie légende en fait, et je trouve ça assez amusant de nommer ça comme une légende. De ma sortie de la maternité, ma maman a décidé d'assister à une répétition chorale avec moi dans le petit berceau. Alors peut-être que c'est un petit peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite étant petit. Mais c'est en fait vraiment quand j'ai été, on va dire, au tout début de mon âge adulte que j'ai eu vraiment cet amour pour le chant. Et c'est en Angleterre. J'ai travaillé là-bas comme assistant français parce que c'était ma première formation universitaire, l'anglais. J'ai chanté comme je pouvais partout, dans toutes les chorales, je me suis inscrit. Et j'ai décidé de retour en France que je me consacrerais à un nouveau projet professionnel. J'ai donc appris la direction chœur, notamment avec des maîtres que je vénère par-dessus tout de Suède et d'Italie. Gary Graydon, alors il est américain mais il vit en Suède à Stockholm. Carlo Pavese à Turin, qui sont mes guides de chœur et de compétences pour la voix. Parce que je me suis dit, si je dirige des chorales, il faut que je sache comment la voix fonctionne. Et puis, bah, je me suis passionné. J'en ai fait aussi un métier en tant que chanteur. J'ai chanté dans un groupe qui s'appelle Vars Musica. On était dans le Var, en fait, donc on avait fait un jeu de mots. Le groupe existe toujours, mais depuis 2010, je l'ai laissé. J'ai chanté avec eux 7 ans en tant que fondateur du groupe. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu le goût, la soif de partager
les techniques vocales que j'ai apprises. J'ai appris avec 12 maîtres, coachs, profs de chant. À un moment, on a commencé à appeler ça coach vocal, ça faisait plus in que prof de chant. Et puis, un jour, c'était des proches, je renomme ma maman, qui m'a dit, Emmanuel, la vie t'a donné beaucoup et certainement que c'est qu'il faudra que tu donnes beaucoup. Et Ah oui. ce conseil-là, je pense, me guide pour ma vie entière. Et quand j'ai vu que les techniques que j'avais développées fonctionnaient vraiment et que permettaient que ma voix sonne et soit protégée en tant qu'enseignant, j'ai mené de front ma carrière de chanteur et ma carrière d'enseignant. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien pouvoir partager la voix. Donc, j'ai enseigné le chant de nombreuses années. Et avec les clients que j'ai pu avoir, j'ai nommé clients parce que ça a été aussi des élèves de chant qui sont devenus aussi des élèves que j'ai suivis dans leur parcours professionnel parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec leur aisance vocale chant, ils se mettaient à avoir une meilleure assise dans la prise de parole. C'était des cadres, c'était des juristes, c'était des entrepreneurs. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, il y a un petit, comment dire, un filon de partage de connaissances, de transmission d'expertise. Là-dessus, j'ai été contacté depuis 15 ans par une business school avec qui je fais des ateliers chaque année de découverte de la voix. Et beaucoup de jeunes me disaient, mais monsieur, on n'a pas, ça fait mal quand on commence à se faire appeler monsieur à cause des cheveux blancs, mais c'était le cas. On n'a pas de conseils vis-à-vis de la prise de parole quand on doit prendre le téléphone, que ce soit en français ou en anglais, parce que les business schools demandent aussi un développement à l'international. Mais on n'a pas assez d'éléments pratiques, tangibles pour prendre confiance en nous, pour avoir une assise, une assurance, une posture. Et c'est là où j'ai décidé que j'avais un doute entre du blogging sur la musique ou du blogging sur la voix, prise de parole. Et quand j'ai vu une vraie nécessité par un sondage au quotidien dans ma voiture en Blablacar, je me suis dit, OK, faut que je développe ça. Donc voilà pourquoi ça fait qu'on a eu la chance de se côtoyer, hein, Ah de oui, oui, découvrir dans nos univers respectifs de blogging, toi Langonaute et moi votre voix au service de votre vie. Mais je pense qu'il y a une, comment dire, une gamme commune entre toi et moi, c'est le bonheur de partager et d'apporter de la valeur aux gens. oui, c'est vraiment ça, c'est de les aider sur les points où ils sentent qu'ils sont coincés, qu'il y a une certaine difficulté, parce que tu mentionnais justement la prise de parole sans parler de langue étrangère même. Enfin, moi, je sais que ça, en étant justement étudiante ou quoi, j'avais le même problème que les jeunes dans les Blablacar. C'était, on peut être bon en études, mais dès qu'il faut faire une présentation, il n'y a plus de voix, il y a tout qui tremble, ça va plus, et personne nous apprend à gérer ça en fait. Oui. C'est un ensemble de gestion d'émotions, de solidification de ses propres compétences, de se dire je vais m'appuyer sur ce que je sais et je vais le faire sonner. On a souvent le savoir-faire et le faire savoir qui sont mis en écho dans le développement, mais je pense que on s'en morfond ou alors on va chercher la connaissance. Donc j'espère que les professionnels d'aujourd'hui et de demain, mais donc tous ceux qui vont traverser les 40 ans de leur vie professionnelle, si on reste dans le schéma, on va dire traditionnel, qu'ils se disent il y a une vraie valeur ajoutée, que ce soit en langue étrangère comme on va évoquer ensemble ou en français. Et c'est la même chose en réalité avec ce qu'on va pouvoir aborder sur l'anglais, l'intérêt de construire aussi une posture, de doper quelque part l'énergie avec laquelle on va prendre la parole. Non seulement la compréhension de l'oral que tu abordes dans tout ton parcours qui est hyper complet, mais aussi là, dans ce qu'on va évoquer, c'est comment, avec une meilleure connaissance de la voix, une meilleure affirmation, I'll be more confident when I speak up. Et oui, oui, tout à fait. Donc c'est vraiment ça que j'ai trouvé génial quand j'ai vu ta masterclass et je me suis dit on peut vraiment discuter de ça ensemble et l'orienter sur les langues étrangères, ou l'anglais en particulier. Parce qu'effectivement, moi, ben, c'est pareil, les clients que j'accompagne, c'est donc des personnes que j'accompagne en anglais. Mais c'est vrai il y a deux grosses difficultés pour eux. La première, c'est de dépasser la peur de parler anglais, de croire qu'il faut vraiment un super niveau avant de se lancer, alors qu'en fait, ça se construit au fur et à mesure, ça arrive pas tout seul. Et la deuxième difficulté, c'est cette conscience
de l'accent français très très fort. Et, euh, et alors, à la limite, en parlant, ça peut passer, mais certaines fois, c'est enregistré et on réécoute les Mm. meetings ou des choses comme ça. Et là, du coup, ça devient vraiment difficile de s'entendre et de se dire, moi, je vais quand même faire le prochain meeting, Ouais. malgré tout. Et c'est vrai que il y a cette légende aussi des Français qui ont un accent horrible, qui sont nuls en anglais. Et je pense que bah, c'est plus une légende qu'autre chose, hein, il n'y a pas de raison. Mais je sais que dans tes compétences, il y a des clés pour comprendre. Et justement, je pense qu'une fois qu'on comprend un petit peu d'où ça vient et ce qui se passe, on a, on est plus à l'aise pour dépasser ça. Oui, assurément, c'est souvent un problème identifié est un problème en cours de résolution. On dit souvent un homme et une femme avertis en vaut deux. Et de prendre conscience de ça, c'est dans l'échelle de l'acquisition de compétences, c'est intéressant de rappeler que on a quatre étapes d'une compétence, d'une connaissance. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. En gros, les Français vis-à-vis de l'anglais sont incompétents de façon inconsciente quand ils n'ont pas encore appris l'anglais. Une fois qu'on découvre que l'anglais est un monde qui a une autre rythmique, une autre, comment dire, accentuation, une autre formation des sons, que les sons demandent à la bouche de se former différemment, on commence à atteindre la deuxième étape qui est l'incompétence consciente. Tiens, ok, je suis conscient que je ne suis pas encore compétent pour tel aspect. Quand on suit une cursus de formation, quel que soit le contenu, cette étape très importante, troisième étape, la compétence consciente, ça demande un nombre de calories phénoménal, parce que ça demande beaucoup de mobilisation, de concentration et d'attention, et donc d'énergie où on fait attention à tout, il ne faut pas qu'on soit déconcentré. En mode, par exemple, quand je commence à apprendre à conduire, il ne faut surtout pas que on me parle en même temps que je Ah change de oui. vitesse. Ou surtout quand je me gare. Chut, 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 je me gare. Ça, c'est typiquement la situation de l'étape 3 où on mobilise tellement d'énergie. Et ensuite, ça, c'est freedom. C'est quand on est à l'étape 4, la compétence inconsciente, c'est j'ai tellement acquis, solidifié ma compétence d'écoute, d'élocution en langue étrangère que je m'exprime, je suis concentré non plus sur moi-même, mais je suis attentif à la relation, à l'information qui m'est donnée, au langage non verbal. Et tout ça se construit à force surtout d'élargissement de la zone de confort, de célébrer à chaque fois que je prends la parole en one-to-one, en meeting, que waouh, j'ai osé parler, j'ai osé m'exprimer. Faut se boire le café, tout ce que vous voulez qui célèbre, non alcoolisé de préférence ou alcoolisé aussi, et de se dire waouh, je mets un coin à chaque fois que j'ai franchi un cap. Ça, c'est important émotionnellement, motivationnellement parlant, parce que sinon, les personnes se retrouvent trop nombrilisquement centrées sur elles-mêmes à voir que le négatif, parce qu'on est conditionné à voir que le négatif, et de se dire, OK, j'ai réussi un truc, next. Mais de prendre Ouais. le temps de célébrer quand le mot célébrer, celebrate, euh, just be happy with yourself Et oui, oui, once. oui. Et c'est ça. C'est ça. C'est vraiment avoir conscience du chemin parcouru avant de passer à la suite, parce que sinon, on est tout le temps dans l'échec, en fait. On est tout le temps dans ce qu'on n'arrive pas à faire. Exactement. Ouais. Du coup, bah, alors je voudrais commencer par donc il y a tout cet aspect de compréhension de son, etc. Sur une légende. Alors je sais même pas si c'est que en français qu'on dit ça ou si c'est général. C'est que les gens qui ne savent pas chanter ne savent pas parler de langue étrangère correctement. Alors, il y a une part de vrai. Et en même temps, on va pouvoir un peu nettoyer ce que tu viens de nommer. Ne pas savoir chanter, c'est très très rare. Tu nommes avec beaucoup d'élégance ce que beaucoup de gens disent, chanter faux, je chante faux. Euh, Chanter faux n'existe quasiment pas, à part un cas vraiment, on va dire, quasiment médical, qui serait une sérieuse, sévère déficience auditive. D'accord. Donc il y a des sons, des vibrations, des fréquences qui n'arrivent pas jusqu'au cerveau à travers le canal auditif. Et là, ça peut expliquer qu'il y a une difficulté d'identifier les sons et donc de les reproduire.
Pour ce qui est de chanter faux, on peut quelquefois ne pas chanter juste, commencer une chanson sur le mauvais rail, pas Mm. prendre la bonne fréquence, et à ce moment-là, en effet, ça va pas être confortable, ni pour la personne qui chante, ni pour les personnes qui écoutent, hein. Mais en réalité, chanter faux n'existe pas. J'en atteste, j'ai vécu 20 ans dans une région qui est le sud-est de la France, le Var, que j'évoquais tout à l'heure. Comme dans toute région de France et du monde, des gens chantent des karaokés. Et il y a des gens qui chantent pas toujours juste, hein, qui peuvent quelquefois brailler une chanson. Mais arrêtez de vous faire croire à vous-même et à votre entourage que si quelqu'un chante pas juste, ça fera chanter faux. Parce que le fait de chanter, et ça pourra faire partie des remédiations qu'on pourra aborder dans la suite de notre échange, le chant fait partie de ça. Écouter du chant, écouter des chansons en anglais, mais aussi dans d'autres langues pour vraiment développer le spectre auditif, mais aussi chanter. Chanter avec la chanson, pas uniquement en mode avec le karaoké que je trouve sur YouTube, c'est vraiment en sing-along avec l'artiste, féminine ou masculine. Il est intéressant pour une femme d'écouter des femmes, pour un homme d'écouter des hommes, pour être vraiment dans un mimétisme le plus proche dans l'intonation. Et à mesure qu'on chante, c'est-à-dire que là je traite un petit peu ton postulat de tout à l'heure, et en effet, d'apprendre à chanter en do it yourself, hein, pour employer avec un petit accent français, vraiment tout seul, tranquille, en écoutant les artistes et en chantant avec eux, ça va développer une aisance. Ça va développer notamment l'aisance d'accentuer de façon plus native les phrases qui soient pas, ça c'est le gros défaut en effet de notre langue française, c'est d'être beaucoup plus sur une seule ligne, ce qu'on appelle un recto tono, tono, T-O-N-O, venant du latin ou de l'italien. Et donc on a une phraséologie française qui est beaucoup plus smooth D'accord. que dans d'autres langues. Et ça demande donc, et là encore, c'est ce que j'appelais tout à l'heure les 4 étapes de la connaissance, c'est reconnaître que si je fais pas attention, si un travail sur mon élocution en anglais, je vais avoir tendance à dire Hello, my name is Emmanuel, I am French. Je vais pouvoir faire les bons R et tout ça. Mais si je mets pas les accents toniques qu'un natif met, on passe à côté de quelque chose. Donc là, Ouais. c'est notamment pour les personnes qui sentent qu'en meeting et tout ça, ils ont besoin d'être crédibles, et de capter l'attention, aussi de conquérir de façon, comment dire, en non-verbal, de se dire, parce que l'accent fait partie du non-verbal en réalité, et donc qui légitime la prise de parole, notamment des personnes qui sont influentes. Euh, ok, on va se payer le luxe de parler comme un natif, et parler comme un natif, ça veut dire mettre des accents à des endroits où il faut faire un effort particulier en tant que francophone. D'accord. Et oui, oui, donc effectivement, dire qu'on ne sait pas chanter, c'est une façon un peu trop facile de se dédouaner, de se dédouaner. Absolument. Et au lieu de ça, il vaut peut-être mieux chanter à tue-tête dans la voiture autant que possible. Carrément. Carrément, carrément. Mais effectivement, donc tu parlais, donc déjà il y a les accents toniques et c'est vrai que ça donne le rythme de la phrase. Ça permet aussi à ceux qui écoutent, qui reçoivent, de comprendre ce qui se dit et de donner, d'arriver à distinguer les différents mots. Mais c'est vrai que dans les cours que j'ai, dans les échanges que j'ai, très souvent, la grosse difficulté, c'est pas seulement de le produire, mais c'est de l'identifier. Mm. Donc, on a très souvent un cas d'un non-natif, donc francophone par exemple, qui va discuter avec un natif, qui va donner un mot, et donc, je sais pas, qui va dire butter, butter. Et le natif va dire what? Butter. What? Butter. Et quand il comprend, il fait ah, butter. Et le francophone, il va dire mais c'est ce que je viens de dire. Alors qu'en fait, pas du tout. Ouais. Alors là, tu vois, ça c'est très intéressant parce que c'est le français, je viens de dire voilà, le français, l'accent est sur c'est. On a une habitude quasi dans tous les mots de prononcer l'accent sur la dernière syllabe. D'accord. Et c'est donc là, ce qu'on va pouvoir évoquer, ça va être aussi utile pour les personnes qui nous écoutent, qui se disent, tiens, je veux aussi apprendre l'italien, l'espagnol ou l'allemand, et d'autres langues évidemment. C'est notamment d'aller regarder sur... alors aujourd'hui, on a quand même un truc génial, c'est les audios sur tous les dictionnaires en ligne. Il suffit de cliquer sur l'émoticône, l'icône, comment dire, haut-parleur, et bam, on a le son. On a le son dans des versions différentes, on a le son américain, on a le son britannique, le son australien, donc c'est quand même super riche. Ah oui. Et d'écouter en se disant, en fait, il faut écouter avec les oreilles, arrêter d'écouter avec les yeux. Parce qu'un un francophone
va souvent apprendre de la lecture vers l'audio. C'est nécessaire, ça fait partie de l'articulation intellectuelle. Mais une fois qu'on a identifié le mot, faut arrêter de le voir avec les yeux, faut le voir avec les oreilles. Au sens que y a donc un accent qui va être souvent sur l'avant-dernière syllabe ou ailleurs, l'antépénultième. Et là, il y a un outil quand même super intéressant quand on met l'audio du dictionnaire en ligne, Cambridge, Oxford, évitez les Google Translate, on le sait, hein. Mais même eux, ils ont quand même la fonction son. Mhm. Et de regarder les jeux des petits, comment dire, apostrophes avant la syllabe. On a l'apostrophe du haut qui montre l'accent tonique principal, l'apostrophe du bas à l'intérieur de la transcription phonétique pour l'accent tonique secondaire pour des mots qui sont un peu plus à rallonge. Et donc de se dire, tiens, en effet, si je regarde butter ou butter, suivant l'accent qu'on choisit, c'est toujours bas qui est accentué. Et le français va dire butter, et il va faire un teur à la fin qui va Oui. pas être super confortable pour l'américain, l'anglais qui écoute. Donc c'est là où il y a une corrélation entre mon oreille, mon regard qui revient à l'oreille. C'est un peu un tchac tchac tchac. Et oui, oui, oui. Mais justement, c'est intéressant que tu évoques le fait qu'en français, c'est peut-être une façon d'enseigner la langue aussi. On part de l'écrit et c'est vrai qu'on va beaucoup apprendre l'anglais par écrit avant de le pratiquer. Alors qu'en revanche, la langue française, on la parle dès notre enfance et on apprend à l'écrire à 7 ans, six Mhm. sept ans. Donc on la maîtrise complètement, ou presque, on va dire. On est tout à fait capable d'avoir des conversations avant de savoir l'écrire. Donc ça a presque pas de sens de commencer par l'écrit en anglais ou toute autre langue, alors que tout passe par l'écoute et après on retranscrit. Je pense aujourd'hui, notamment dans le monde, quand on travaille avec des adultes qui ont besoin d'apprendre une langue, on a besoin de revenir à cette source auditive et en même temps, en effet, de rassurer l'intellect par l'écriture, par la compréhension, parce que on a différents degrés d'urgence quand on côtoie une personne qui veut apprendre l'anglais. Mais en effet, de se dire, l'écrit pour l'écrit ne sert pas à grand-chose, mis à part il y a tous les textos, les Mm. échanges, Oui, les emails, tout ça, hein. les emails, et les messengers qui sont utiles, mais de se dire qu'il y a une prédominance orale nécessaire. Et aujourd'hui, franchement, alors je ne sais pas si on peut nommer les plateformes, on va dire les plateformes de cinéma, avec les moins 0,75, les moins 0,50, même moins 0,25. Alors ça fait un saut de hello Ah, pour terrible. la vitesse d'écoute, tu veux Voilà, dire. la vitesse. Et donc, et sur YouTube aussi, sur la plupart des vidéos aujourd'hui, on peut varier la vitesse. On a des outils qui sont quand même de ouf par rapport à ce qu'on a pu avoir avant. Moi, j'ai commencé à découvrir le monde anglophone à la maison avec CanalSat et autres TPS à la fin des années 90. Ça a été une révolution pour moi de pouvoir, comment dire, tiens, je vais utiliser mon téléphone comme si c'était la zapette. Et c'était génial de pouvoir écouter les infos Ah, de et changer le d'entendre les son, accents et d'avoir de l'anglais à la maison. Mais vraiment, c'est parler, parler, écouter, reproduire, parler, reproduire et regarder aussi. Alors, quand on n'a pas le masque, donc notamment en visio, c'est pas mal. Pour en ce moment, là, on circonstancie vraiment notre échange à 2022. Quoique ça aurait pu être en 2020, on aurait pu parler déjà du masque, hein, malheureusement. eh oui. Mais quand on regarde sur un film, on le regarde en mode moins 10, moins 10, moins 10, là ça fait vraiment Netflix, mais j'ai fini par le nommer. Euh, et en fait, de revenir, de regarder la bouche des gens et de regarder comment notamment les diphtongues sont prononcés, le O, A et A. Alors A et A, ça ressemble quand même à abeille, à portail, mais O, AO, on les a pas en français, ces sons-là. Donc de regarder vraiment comment la bouche articule le son, on regarde vraiment le côté oh. Et souvent, on en parlait quand on préparait cet échange, c'est difficile pour un francophone d'entendre la différence, par exemple, entre la loi, the law, et low pour dire bas. Donc, this is the law.
Alors quelqu'un va dire This is the law. Alors un anglophone connaît les difficultés, c'est pas que les francophones, on va pas se battre comme ça, mais il y a beaucoup de pays qui ont du mal avec ces légères distinctions. Et donc ça se regarde, c'est là où il y a une connexion délicieuse entre le regard et l'oreille aussi. Et oui, oui, oui. Donc tout passe comme un enfant qui apprendrait à parler, qui regarde, qui écoute et qui regarde comment parlent ses parents ou les adultes autour pour reproduire. Et c'est pour ça que les bébés, tout ça, on voit qu'ils essayent. En fait, pendant longtemps, on a l'impression qu'ils font juste du bruit, mais en fait, ils essayent jusqu'à ce que Mhm. ça produise le bon son. Exactement. Voilà. Il y a Mais une chose, pardon, excuse-moi, non, je t'en prie, je t'en prie. pour donner aussi de l'énergie à ça, et c'est là où il y a le lien avec la voix dans notre échange d'aujourd'hui, c'est d'oser ce travail de l'accentuation et de la phonation des diphtongues, des sons, les i longs, les i courts, c'est un casse-tête quand on découvre en tant que francophone la langue anglaise, et de le faire avec une voix assez sonore. Il ne faut pas murmurer quand on apprend pour que la propre oreille de la personne entende. Pour qu'à un moment, quand ça finit par sonner, bien sûr, il y a besoin du vis-à-vis de la coach, du coach qui dit That was great. Mais la personne, elle se dit Ah tiens, j'ai fait un truc en plus. Par exemple, si on prend, pour faire le lien avec le chant, Beatles, Yesterday. Des chansons comme ça sont des exemples géniaux de l'accentuation yesterday. On ne dit pas yesterday ou yesterday. On dit yesterday. All my troubles seem so far away. Les mots-clés dans la chanson, c'est trouble, seem et far away. Donc, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Donc, tout d'un coup, si on se met à écouter les accents toniques de la musique, on se met à voir qu'il y a plein de sens qu'un anglophone donne à son phrasé Mhm. grâce aux accents. Parce que tu vas pouvoir dire Yesterday, all my troubles seemed so far away, ou alors All my troubles seemed so far away. On peut choisir en fonction de ce qu'on accentue de donner un sens caché Mhm. aux phrases. Ça, c'est le level 4 de notre évolution, mais en fait, c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense, notamment avec l'imprégnation. Et oui, oui, puis ça passe beaucoup par l'imitation. Oui. Avant de vraiment savoir le faire par soi-même, c'est d'abord imiter au maximum. Et c'est pour ça que moi, je sais que dans mon apprentissage de l'anglais, il y a beaucoup eu de moments où je chantais à tue-tête dans la voiture. Bon, bah, j'étais toute seule, j'y ai passé des heures à chanter et c'était indispensable en fait. C'est le meilleur moyen de se lancer. Il n'y a personne qui écoute et on peut refaire la même chanson. Il y a des sons, particulièrement le TH, qui est particulièrement difficile. Bah, je Mm. trouve les chansons de Rihanna, pour moi, c'était parfait. Ouais. Et parce que sa force, elle les accentue vraiment. Et donc, ça passe vraiment par cette pratique avant d'ensuite arriver au level 4 de haut niveau. Et alors, juste avant de terminer sur cette première partie, parce qu'on va faire en deux parties, on verra les solutions ensuite, je voulais juste aussi, par contre, relever la question du fait que, en tant que francophone, on va souvent être confronté dans le monde du travail à l'anglais avec toutes sortes de nationalités. Donc c'est vrai qu'avoir une connaissance de l'anglais, qu'il soit américain ou britannique, et des intonations, c'est super important parce que ça met un petit peu tout le monde au même niveau. Mais par contre, il y a quand même le besoin de s'exposer à d'autres langues, en fait. Parce que de connaître un petit peu, pas forcément s'exposer beaucoup au chinois ou à l'indien ou des choses, ou à l'espagnol ou l'italien, parce que chacun va parler avec son empreinte Mhm. euh, de langue natale. Bien sûr. Et donc, ça fait partie peut-être des choses à maîtriser, enfin, ou à s'exposer à ça. Je pense aussi, et là-dedans, il y a aussi un gros avantage, c'est quand on regarde l'anglais vraiment dans son aspect global, il est bon de se dire, je suis tout à fait légitime si j'ai un bon anglais, que je parle assez lentement, j'ai pas besoin de parler super vite,
dès que je suis dans un contexte international et ça va être beaucoup plus au profit de l'écoute, du respect et de la transmission de connaissances de parler assez lentement et distinctement et ça donne aussi le temps d'articuler, mais on en reparlera dans la deuxième partie, mais se dire que quand tu parles plus lentement, il y a des gens qui sont notamment d'Asie, alors ils ne sont pas des anglophones suivant le pays asiatique, suivant le temps d'imprégnation avec la culture anglaise, ce ne sera pas le même en Inde que à Taïwan, qu'au Japon et qu'en Malaisie, je ne peux pas tous les nommer. Et donc, si on parle clairement, avec des gestes aussi, et ça c'est un petit clin d'œil pour la suite, mais assez lentement, on a quasiment l'attitude du natif, mais qui va ralentir son débit. C'est pas grave si les gens croient que c'est exprès, tant mieux, c'est volontaire, mais c'est pas parce que tu peux parler super vite, tu choisis de parler plus lentement et tu augmentes la capacité d'écoute, d'entendement de tout le parterre des gens que tu rencontres, que ce soit jusqu'au bout du monde du soleil levant ou dans l'Europe centrale, l'Europe du Nord. On a tous des accents différents et le fait de parler pas trop vite, ça permet de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité de capacité d'écoute. Et après, évidemment, c'est intéressant. Alors là, les films sont une occasion géniale, les colloques, tous les sujets qui sont vos passions en réalité, d'écouter les Australiens, même parlant d'anglophones qui ont un accent quand même qu'il faut un petit peu s'imprégner pour le comprendre. Donc, internationaliser son anglais, c'est aussi une des clés, bien sûr. Et oui, oui. Puis comme tu le disais, de ne pas chercher à parler vite parce qu'on parfois on croit que parler vite, c'est la preuve qu'on sait parler, qu'on maîtrise la langue, mais pas nécessairement. Mm, mm. Et c'est vrai que même en français, certaines personnes, on peut avoir tendance à parler vite. Et c'est vrai que je ne sais pas d'où ça vient, si c'est une question d'habitude, de contexte ou quoi, mais il y en a certaines personnes qui parlent plus vite que d'autres. Et du coup, il faut vraiment prendre du recul et se forcer à parler plus lentement en anglais et accepter que transmettre l'information va prendre plus de temps. Oui, Et ça, absolument. c'est pas forcément évident de l'accepter en langue étrangère, de se dire, ben moi en français, ça, je le fais en 2 phrases, c'est réglé, ça va vite, et voilà. Ben, peut-être qu'en anglais, il faut prendre plus le temps de le dire et de l'énoncer. On saute pas les mots, on coupe pas des syllabes. Non, voilà, et ça fait partie aussi, je pense, on est au cœur, une des raisons de cette situation où on veut parler vite. Ça peut être aussi dans la peur de gêner les gens, de les encombrer, de les saturer. Alors qu'en fait, regardons les personnes qui sont les plus agréables à écouter. Moi, je pense, alors la voix de Tony Robbins, assez difficile parce qu'il a une voix vraiment brûlée, une voix de Golgoth d'un autre monde. Mais des speakers comme ça, on a aussi Prince Ea, Prince EA, c'est un YouTuber américain, afro-américain, qui fait des contenus magnifiques, super intéressants. Quand il parle, il a une telle envie que son message soit entendu, qu'il fait des pauses, qui prend le temps, un peu à la mode aussi Barack Obama, qui se précipite pas quand il parle. Donc les personnes, on va dire les leaders de ce monde, qu'ils soient les leaders politiques, les leaders euh, inspirationnels, comme on pourrait dire, quand ils ont un message important à dire, ils sont jamais pressés, hein. C'est Ils vrai, prennent c'est le vrai. temps, ils ont la posture, ils ont l'autorité, ils ont vraiment une attitude qui montre que, ok, on va prendre le temps, j'ai un message à vous transmettre. Et ça, c'est un calme intérieur, une force tranquille qui peut être très très intéressante à, à implémenter. Et oui, oui, oui. Bah, en tout cas, merci déjà pour cette première partie d'avoir participé à l'identification de toutes ces situations, toutes les difficultés qu'on rencontre en anglais ou, comme on l'a dit, dans n'importe quelle langue étrangère, surtout quand on vient du français. Donc, tu as parlé du spectre sonore et on va pouvoir peut-être travailler plus là-dessus dans la deuxième partie. Mhm. Donc, je te retrouve pour une deuxième partie d'interview où Entendu. on va vraiment proposer les solutions à tout ça. Merci, À bientôt. à bientôt.